Je jouais le rôle un petit peu d'animateur de cet atelier, donc monsieur Vial, Raphaël Vial de la région Hauts-de-France. Je suis chargé de mission sur la politique méthanisation pour la région. Et donc, je vais essayer donc d'animer cet atelier, enfin cet échange, donc pendant une petite heure. Donc, cet atelier, donc, c'est être un acteur engagé. Donc, la méthanisation au service de la transition énergétique et du développement des territoires. Donc là, l'idée, c'est bien montrer que, essayer d'échanger sur le rôle de la méthanisation qui apparaît comme un outil de développement économique au service des territoires. Elle apporte un double bénéfice, on va dire. Elle génère elle-même une activité qui localement crée de l'emploi et également, elle donne des solutions à des acteurs économiques du territoire pour la gestion de leurs déchets. Et donc, pour un petit peu illustrer tout ça, nous aurons donc 3 témoignages. Donc, il y aura monsieur Jean-Sébastien Chamillard, qui est donc président de la SAS Méta-Ternois, qui est donc une unité en fonctionnement déjà depuis 4 ans, donc qui a un certain recul donc sur Valuon, qui est une commune à côté de Saint-Paul-sur-Ternoise dans le département 62. Il y aura aussi le témoignage donc de monsieur Michel Duvaux de la communauté d'agglo de Maubeuge-Val-de-Sambre, qui est donc vice-président, donc délégué à l'environnement, à l'écologie et au circuit court. Donc région donc de Maubeuge dans le département du Nord. Et monsieur Alain Valère, donc directeur général de la FDE 80 et directeur général délégué de la SEM Somme Énergie, qui expliquera le rôle donc de cette structure auprès des porteurs de projets, enfin des projets méthanisation sur le département de la Somme. Donc le premier témoignage qui est proposé, donc c'est monsieur Chamillard. Donc je vais présenter très rapidement donc son activité, enfin les bases. Donc c'est une SAS donc Méta-Ternois qui existe, qui est issue d'un collectif regroupant 6 associés agricoles et 2 associés industriels, qui représentent quand même 14 exploitations. Et c'est une unité donc qui a été mise en service depuis mai 2015. Donc vous voyez, 4 ans et demi. Elle traite aujourd'hui environ 10 000 tonnes de produits divers. Et c'est une valorisation par cogénération, donc à la fois donc de l'électricité injectée dans le réseau, mais aussi une chaleur valorisée par une activité qu'ils ont créée pour l'occasion, la fabrication de spiruline. Donc voilà, monsieur Chamillard, je vais vous donner la parole donc pour expliquer un petit peu donc le fonctionnement actuel de votre projet, de votre unité, donc les activités que ça a générées sur le territoire, et après on verra les étapes suivantes. Bonjour à tous. Donc monsieur Chamillard, donc je suis président de la SAS Méta-Ternois. Donc le projet Méta-Ternois a commencé en 2010. Un éleveur laitier de mon secteur a réfléchi seul à faire de la méthanisation. Et pour des notions de risque et de dépendance à l'élevage laitier, puisqu'il faut 60% des fûts en élevage pour avoir le meilleur prix, il a décidé de le faire avec plusieurs collègues, dont je fais partie. Donc en fait, en 2000, on a réfléchi pendant quand même un certain temps, pendant que 3 ans. Et on a eu 1 an et demi, 1 an de construction et 1 an de démarche administrative. Donc on a, comme il l'a dit, commencé en mai 2015 avec un seul moteur en cogénération de 250 kW électriques. 1 an après, nous avons mis un deuxième moteur, donc pour arriver à 500 kW électriques. Et je vous parlerai du futur par la suite, mais pour l'instant on est à 500 kW électriques. Donc vous le savez, là en cogénération, il y a 50% qui permet de produire de l'électricité et il y a 50% de dépenses énergétiques liées à la valorisation de la chaleur. Donc en fait, nous on a décidé quand on a lancé le projet, le gouvernement demandait une valorisation de la chaleur pour obtenir les 4 centimes supplémentaires de rachat de courant. Et donc on a lancé la spiruline. Donc 100% de notre chaleur, c'est-à-dire l'eau qui tourne autour du moteur, nous on la valorise. Elle ne part pas dans l'atmosphère, on la valorise. Et donc il y a, en gros, pour vous faire simple, il y a un quart qui permet de chauffer le process, il y a 10% qui permet de chauffer nos bureaux, et tout le reste
chauffe nos bassins de spiruline. La spiruline, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une algue, une algue marine très riche en... C'est l'algue la marine la plus riche qu'on puisse trouver au monde, au niveau concentration en protéines, fer, bêta-carotène, oligo-éléments. Et on la cultive dans des bassins. Donc voilà. Aujourd'hui, donc c'est 4 éleveurs. Donc c'est important de le dire parce que mettre d'accord des agriculteurs ensemble, c'est pas évident. Et là, on a 4 éleveurs et 2 céréaliers. Moi, j'ai plus le profil céréalier dans le projet, mais on a arrivé à mettre d'accord 4 éleveurs et 2 céréaliers autour d'un même projet. Les éleveurs avaient besoin de plans d'épandage et les céréaliers avaient besoin d'effluents organiques pour entretenir leurs terres. On a associé au projet la société AES Dana. La société AES Dana située à Saint-Laurent-Blangy, parce qu'on était dans les tout premiers à faire de la méthanisation dans le Nord-Pas-de-Calais et c'était quand même un projet risqué avec des gros investissements. Aujourd'hui, c'est 3,5 millions d'euros d'investissement. Et donc on a dit, si vous y croyez, AES Dana, et vous venez avec nous, vous prenez une part. Donc en fait, la société, il y a 6 parts détenues par les agriculteurs. Et il y a une part détenue par la société AES Dana qui maîtrise le process et la société SABTP qui maîtrisait le génie civil. Donc à eux deux, ils font la 7e part. Donc voilà, on a eu à cette époque-là le soutien de l'ADEME sur le fonds déchets à hauteur de 14% du projet. Et quel type de produit vous traitez, donc vous prenez en compte? Donc la philosophie du projet, quand on s'est lancé quand on a monté le projet en 2014, on ne voulait pas mettre de culture énergétique. Donc on n'a aucune culture énergétique qui va dans le projet, aucune cive. Nous, on voulait vraiment faire les 60% d'effluents d'élevage, puisqu'on avait quand même beaucoup d'effluents d'élevage. Donc quasiment tous les effluents d'élevage des agriculteurs passent dans le méthaniseur, aussi bien en fumier, lisier, et 40% de déchets du territoire. Donc en gros, c'est pareil, on essaye de se limiter dans un rayon de 35 km autour de l'unité de méthanisation, c'est d'essayer de valoriser tous les déchets sur le territoire. Donc il y a 40% en poids d'entrée, pas en pouvoir méthanogène, mais en poids d'entrée. 40% de la ration est constituée de déchets du territoire, des collectivités. On est situé à Saint-Paul-sur-Ternoise, zone où il y a quand même un petit peu d'entreprises agroalimentaires. Et il y avait un besoin de le valoriser. Tout partait en Belgique. Et donc, on a trouvé des accords avec eux. Et donc, on a un partenariat depuis 4 ans avec les industriels de Saint-Paul. Et enfin, c'était un besoin de leur part aussi, politiquement, de valoriser sur le territoire leurs déchets pour éviter de faire des kilomètres. Donc, voilà. Également des déchets de collectivité? Alors, c'est la com de com, un petit peu d'herbe, parce qu'on ne peut pas mettre de produits ligneux, donc c'est un petit peu d'herbe de la com de com. On a Erta, on a Ingregia, donc c'est tous les déchets qu'on peut trouver. Après, il y a aussi des agriculteurs qui travaillent des légumes, qui nous donnent leurs déchets de légumes. On a récemment une légumerie qui s'est ouverte sur Saint-Paul-sur-Ternoise, donc on récupère toutes les épluchures des légumes. On a des gens qui sont producteurs d'oignons qui ont des déchets d'oignons, donc on récupère tous leurs déchets d'oignons. En fait, on a des partenariats avec eux depuis 4 ans et ils sont contents ils sont contents de notre rigueur au niveau des enlèvements, parce qu'aujourd'hui, travailler avec des industriels, c'est être assez rigoureux dès qu'ils en ont besoin d'un enlèvement, il faut être rigoureux. Donc c'est un partenariat qui dure depuis 4 ans et ils sont relativement très contents. Oui. Et donc votre projet, enfin votre unité, donc va avoir certainement va avoir une nouvelle étape d'extension. Donc vous pouvez un peu expliquer. Donc les projets du futur. Donc on a l'objectif de doubler l'unité de méthanisation. Donc on est à 500 kW. On souhaite passer à 1 méga. Donc, ce qui veut dire qu'un méga, puisque tous nos effluents d'élevage passent dedans, il faut qu'on trouve des déchets industriels à haut pouvoir méthanogène. On se refuse toujours encore de mettre des cives ou des cultures énergétiques dedans, malgré qu'on pourrait le faire. On ne souhaite pas le faire pour le moment. Et donc, l'objectif de notre projet, c'est d'essayer de monter un hygiénisateur pour collecter tous les déchets qui s'en vont actuellement en Belgique. C'est-à-dire que pour pouvoir mettre dans un méthanisateur des produits carnés, il faut obligatoirement l'hygiéniser. L'hygiéniser, c'est quoi? C'est le rendre stérile. En fait, c'est un passage à autant de température pendant autant de temps. Donc nous, on souhaite monter un hygiénisateur l'année prochaine
et monter un très gros digesteur gazomètre pour doubler l'unité de méthanisation. Après, le problème de notre projet, c'est vrai que la législation évolue tellement vite que, tout comme l'histoire de la valorisation de la chaleur, que nous, quand on a eu fini de monter les serres de spiruline, il faut savoir que le gouvernement a changé d'avis. Ils ont dit tous les projets de cogénération, ils n'ont plus besoin de valoriser la chaleur et ils auront le même prix que ceux qui la valorisent. Donc pour nous qui avons fait la spiruline, c'est quand même une nouvelle activité. On l'a fait pour valoriser la chaleur et un an après, ils se sont dit on rétracte un petit peu et on n'a plus besoin de valoriser la chaleur. Donc on continue la spiruline aujourd'hui, mais il faut savoir que les nouveaux projets n'ont plus besoin de valoriser la chaleur et ils ont le même prix que nous. Et ce qu'on a peur en hygiénisation, c'est quand même des montants d'investissement très importants et il ne faudrait pas non plus que le gouvernement change d'avis en disant par exemple l'hygiénisation n'est plus forcément nécessaire pour des produits carnés. Si on monte le digesteur à une température plus importante, peut-être que ça suffirait sans hygiéniser. Donc on est toujours des projets, on en a, mais il faut qu'on soit raisonnable parce que dans l'investissement, c'est des investissements lourds et on ne maîtrise pas les choix politiques. Donc voilà, mais normalement, notre objectif, c'est de le faire. C'est de le faire l'année prochaine en fin 2020. Et en fait, l'objectif, c'est de doubler notre unité de méthanisation uniquement avec les produits carnés qu'on hygiéniserait. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cet équipement d'hygiénisation va permettre de prendre en charge d'autres types de produits et va donc permettre de répondre plus largement aux besoins d'acteurs donc du territoire, que ce soit des industries agroalimentaires, parce que vous allez pouvoir prendre maintenant leurs produits carnés, que ce soit aussi la collectivité, où vous pourrez prendre autre chose que les déchets verts de la phase actuelle. Oui, à plus long terme, on entend parler que les collectivités de autant de couverts devront valoriser leurs déchets de cantine sur le territoire. Et il faut savoir que les déchets de cantine, obligatoirement, quand il n'y a pas de tri entre les légumes et les produits carnés, même si en général la plupart des produits dans les collectivités sont quand même chauffés, il y aura nécessairement besoin d'hygiénisation, de le rendre stérile pour quelques produits qui sont pas assez chauffés. Donc en fait, l'objectif c'est de collecter l'ensemble avant que les industriels s'y en occupent, parce qu'il y en a des professionnels du déchet qui commencent à y réfléchir également. Et ça ne touchera pas que les collectivités publiques, puisqu'il y a aussi la restauration privée, au-delà d'un certain nombre de couverts par jour servis, devront aussi valoriser cela sur le territoire. Ensuite, on a là, à plus long terme, enfin là, je vous parle à 5-6 ans, on a la chance d'avoir de la chaleur, je vous l'ai dit tout à l'heure, grâce à la spiruline. Si on double notre site de cogénération, obligatoirement, on va avoir le double de chaleur. Et dans notre tête, à plus long terme, c'est de capter cette chaleur qui est dans le doublement de cette cogénération, de capter cette chaleur pour pouvoir, à 5-6 ans, c'est dans nos têtes, c'est pas posé du tout, mais c'est de faire un projet d'injection gaz. C'est-à-dire qu'à côté de notre cogénération, de faire une méthanisation en injection à plus long terme. Et ça serait assez unique en France parce qu'en fait, aujourd'hui, il faut savoir que tous les projets en injection sont obligés de chauffer une chaudière qui tourne au gaz pour pouvoir maintenir le process à 45 degrés. Tandis que nous, on a la chaleur, on va avoir à partir de l'année prochaine une capacité de chaleur plus importante. Et donc cette chaleur, si on veut la valoriser, on gagne 10% de rentabilité parce qu'on n'a pas besoin de chauffer le process lié à l'injection. Parce que le frein des injections, en fait, c'est un petit peu la valeur. Enfin, il faut chauffer le process indépendamment, tandis que nous, on a la chaleur gratuitement. Donc ça, c'est un projet à 4-5 ans, voilà. Donc voilà un petit peu la présentation donc de cette initiative et ce nouveau projet. Alors si vous avez des questions, c'est l'occasion avant d'enchaîner sur les autres témoignages. Je peux passer un micro et s'il y a des questions. Oui, attendez. Hop. Oui, bonjour. J'ai une petite question par rapport au développement. Est-ce que ce développement est... Ne vous entendez pas? Moi, j'entends pas. Ah. Allez-y.
allez-y. Je parle plus fort comme ça. Ouais, allez-y. Ok. Non, mais allez-y. Oui, je disais, par rapport au développement que vous nous annoncez, vous êtes parti à, je prends mes chiffres, à 250, vous êtes passé à 500 actuellement, vous voulez encore augmenter. Oui. Est-ce que ce développement est le fruit d'un besoin par rapport à un recyclage de produits à déchets sur le secteur, ou est-ce que c'est une volonté simplement de la structure de vouloir se développer, c'est qui est important, quoi. Je pense que c'est un ensemble de choses, parce que si on n'aurait pas de demande, on ne le ferait pas. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même conscient que, puisqu'on a tous nos déchets actuellement sont valorisés par ce méthaniseur, donc on n'en a plus personnellement. Donc si on pense doubler, c'est parce qu'on a la demande. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, les industriels sont contents de travailler avec nous parce qu'on est assez rigoureux. Et donc plus on est rigoureux, plus ça se sait et plus on a des gens qui tapent à nos portes pour valoriser leurs déchets. Donc, mais après, on a aussi un groupe qui est assez entrepreneur dans l'âme. Et aujourd'hui, on ne croit plus à la production. Personnellement, j'ai du mal à croire à la production agricole en tant que aussi bien animale que végétale. Et je pense qu'au lieu d'avoir une croissance horizontale, nous, on préfère avoir une croissance verticale en diversifiant nos exploitations. Autrement dit, vous vous inscrivez dans le durable, quoi, même si je n'ai pas lancé le terme. Vous n'êtes pas dans le durable. C'est ça, vous n'êtes pas dans le Oui. système structurel de la société qui veut s'agrandir. Vous êtes bien parce qu'il y a une demande et que vous inscrivez dans un équilibre du durable du secteur, quoi. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. Mais il faut qu'on le mesure. Quand je vous dis, on y va petit pas par petit pas. Aujourd'hui, ça aurait été mieux économiquement de partir directement sur une Améga. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois que vous doublez, il y a quand même on n'a plus d'économie d'échelle parce qu'à chaque fois on doit recasser, et donc c'est des investissements plus lourds d'y aller petit à petit. Mais petit à petit, ça nous permet d'y voir plus clair aussi dans des projets qui sont assez ambitieux. Aujourd'hui, je vous ai dit, c'est 3,5 millions d'euros actuellement. L'année prochaine, c'est 2,5 millions en plus. Et si on fait l'injection, c'est 7 millions d'euros supplémentaires. Donc c'est quand même des gros projets. Je vais juste, mis à part sans rien avoir avec la question, je vais juste insister sur le fait quand même qu'il y a aujourd'hui, depuis 2015, il y a eu 10 000 visites sur le site. Et je tiens à le signaler quand même parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs ferment leurs portes au niveau des méthanisateurs. Je leur inculpe pas la faute, mais juste pour des problèmes de temps, ils ne le font pas. Et nous, on a la chance d'être un groupe et on a des gens. Il y a un associé du groupe qui passe une journée par semaine à faire des visites. Donc aujourd'hui, c'est 10 000 visites, aussi bien des porteurs de projets que des collectivités, que beaucoup d'écoles, énormément d'écoles de tout le Nord-Pas-de-Calais. Et puis de tout horizon, même des clubs de troisième âge qui viennent s'intéresser. On a tout vraiment les profils et on ne fait pas payer les visites. Et pendant 5 ans, on a fait 10 000 visites. Voilà. C'était juste pour le signaler. Ouais, je suis apparu là. Merci, monsieur Chamillard. Donc, on va passer au deuxième témoignage de monsieur Duvaux, donc vice-président de la communauté d'agglo de Maubeuge-Val de Sambre. Donc, une collectivité, je vous la présente rapidement, 43 communes. 43 communes, 120 000 habitants, une collectivité qui est en pointe en matière d'engagement sur la méthanisation. Depuis de nombreuses années, elle travaille à développer un projet collectif de méthanisation sur son territoire. Et donc, monsieur Duvaux va vous expliquer un petit peu la genèse de ce projet et de cette aventure qui a commencé il y a déjà 3-4 ans au moins. Voilà. Oui, effectivement. Merci, bonjour à tous. Effectivement, c'est une aventure. C'est une aventure donc, qui a commencé pour la communauté d'agglomération en 2011 où une première réflexion s'est fait jour pour avoir une réflexion effectivement pertinente sur le portage d'un tel projet, savoir une méthanisation sur notre territoire. Alors à l'époque, pour faire vite dans l'explication, nous étions aussi dans la perspective d'un regroupement de communes. Donc notre territoire, nous avons porté une étude de faisabilité sur un futur territoire donc, qui allait passer de 25 à 43 communes, comme vient de l'indiquer M. Viard. Cette réflexion, cette étude de faisabilité a démontré rapidement
qu'il y avait des gisements intéressants sur notre territoire d'agglomération et voire au-delà sur l'arrondissement de Maubeuge et de l'Avesnois en quelque sorte. Consécutivement à ce constat, nous avons décidé, donc en 2011 toujours, de signer un contrat de rechercher un concepteur, financeur, investisseur et concepteur pour réaliser une unité qui serait capable donc de traiter nos déchets d'agglomération, puisque c'était aussi notre objectif, et bien sûr, bien entendu, de pouvoir traiter les effluents agricoles. Nous avons à l'époque signé avec un concepteur investisseur, mais il se trouvait que nous étions dans une période fragile économiquement, et ce concepteur très vite a dû botter en touche en quelque sorte par rapport à notre projet, et on est revenu un peu casse-départ en 2014 où l'agglomération, dans sa nouvelle configuration, a clairement indiqué sa volonté de mettre la méthanisation au cœur de son projet de territoire 2015-2020. Donc une nouvelle étape s'est ouverte à nous, à savoir la recherche d'un nouveau partenariat avec une assistance, une AMO, de manière plus précise, un groupement de cabinets qui nous a permis là de concevoir un nouveau modèle avec un groupe d'agriculteurs, un groupe d'agriculteurs. L'objectif étant pour nous, agglomération, bien sûr de participer aux objectifs nationaux et régionaux de réduction de gaz à effet de serre, évidemment, d'être en cohérence avec le plan climat-énergie territorial, le SCOT en particulier, le SCOT de l'Avesnois, de fédérer des énergies locales. Je pense évidemment aux agriculteurs, aux industriels. Nous avons aussi de l'industrie qui peut être concernée par le traitement de ces déchets en méthanisation, les collectivités, mais principalement l'agglomération, et bien sûr contribuer à l'autonomie énergétique de notre territoire. Donc voilà, pour faire rapidement la genèse de notre projet, on s'est appuyé à nouveau sur un groupement d'AMO qui nous a permis là d'entreprendre une étude de faisabilité de manière plus précise. Et donc cette étude de faisabilité vous a fait prendre conscience un petit peu de la question donc du portage de l'investissement, de l'exploitation, un vrai travail partenarial qui était peut-être un peu moins le cas la première fois. C'est pour ça que c'était plus une opération, enfin un investisseur qui proposait tout clé en main et qui avait pas la greffe n'avait pas été prise avec les acteurs locaux. Alors que là c'est un vrai projet, une vraie réflexion de partage, d'entrée dans le capital, voilà. Tout à fait, effectivement. C'est vrai que ce premier échec a quand même eu quelque chose de positif, a permis déjà de revoir les agriculteurs d'une manière plus large qui avaient été réticents dans le fait que ce soit un investisseur qui a un peu la mainmise sur le projet. Là, le concept était totalement différent. C'est la participation financière, évidemment, l'investissement de chacun autour de la table et afin de permettre la réalisation de ce projet. Simplement, l'agglomération a pris en charge rapidement le financement de l'étude, le financement de la réalisation du concept et de la faisabilité, et aussi a pris en charge l'organisation des réunions, la mise en relation avec les différents partenaires, toute l'organisation qui a permis la faisabilité de ce projet, bien évidemment. L'objectif était aussi, bien sûr, que chacun s'assure qu'il se retrouve bien dans ce projet, donc d'établir rapidement une relation de confiance entre les agriculteurs et l'agglomération, la collectivité que je représente. C'est pas toujours évident. Vous nous disiez tout à l'heure, mettre 4 agriculteurs autour de la table,
c'est déjà pas simple. Là, en l'occurrence, nous mettons 17 exploitations autour de la table, plus l'agglomération. Vous savez, voilà, ça n'a pas été forcément un long fleuve tranquille, mais encore une fois, avec de la pédagogie, avec de la communication et de nombreuses séances de discussion, on va le dire, les appeler comme ça, nous avons donc réussi à établir ce partenariat et faire avancer notre projet qui s'inscrit largement dans un projet environnemental d'aménagement de territoire, évidemment, qui a aussi pour objectif, pour l'agglomération, de réduire ses coûts de traitement, puisque nous ambitionnons d'y mettre nos déchets verts, de traiter nos déchets verts, évidemment, d'y traiter nos boues issus de stations d'épuration. Et à moyen terme, nous aussi, nous envisageons de pouvoir mettre tout ce qui est déchets organiques, les déchets ménagers issus des foyers, mais pas que, issus aussi éventuellement de la restauration collective, de pouvoir le traiter en méthanisation, avec bien sûr cette obligation, vous l'avez dit tout à l'heure également, de devoir hygiéniser en partie ces matières. Et concernant donc les engagements de l'agglomération, ça s'est traduit comment dans la SAS au niveau entrée dans le capital Alors effectivement, il y a eu la création d'une SAS, un moment important dans l'évolution de notre projet. Donc la signature en bas de page des 17 exploitations et de l'agglomération, un moment que je vais qualifier d'historique un peu. Voilà, on a réussi donc à établir un partenariat. Au-delà de ça, chacun porte une action. L'agglomération, bien sûr, est actionnaire de cette SAS pour favoriser et pour aider le montage, l'aboutissement de ce projet qui va représenter, sera de l'ordre environ de 11 à 12 millions d'euros. C'est pas neutre, c'est un bel investissement sur le territoire. Il faut comprendre que les banques, dans un premier temps, étaient un peu aussi réticentes. Donc le soutien de l'agglomération, en tant qu'investisseur aussi, puisque nous avons contribué, nous mettons des parts, nous avons mis des parts dans la SAS, et nous avons aussi pris l'engagement d'être, de soutenir le projet, d'être caution au niveau de la banque sur une partie des investissements, une partie des prêts. Donc voilà, ceci a permis aussi aux plus jeunes agriculteurs, aux plus jeunes exploitations de pouvoir être présentes, puisque dans le groupe des 17 exploitations, il y a fort heureusement des jeunes agriculteurs et voilà, c'était la seule chance pour eux de pouvoir participer, de pouvoir contribuer à l'aboutissement de ce projet. Donc voilà un petit peu la présentation donc de ce projet, ce projet sur l'agglo de Maubeuge. Donc est-ce qu'il y a aussi des questions par rapport à ce témoignage, Monsieur Duvaux? Nous sommes actuellement dans une phase où nous envisageons de déposer le dossier ICPE en début d'année 2020 avec le permis de construire, donc avec une réalisation, un commencement des travaux pour l'année fin 2020. Donc voilà, notre projet est sur le bon rail et sur des bons rails. Mais c'est, je le reconnais, un travail de longue haleine et l'agglomération y a largement contribué en y mettant, je l'ai dit, des moyens financiers, mais des moyens humains également pour faire en sorte que nous puissions avancer de manière plus efficace sur ce projet. Il faut comprendre que ce ne sont pas les agriculteurs qui, seuls, auraient pu porter un tel projet. Ça demande vraiment, à un moment donné, une ingénierie quasiment à temps complet. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est ça le rôle d'une com d'agglo ou de Attendez. Merci. Ah oui, mais approchez. Je vous suis. Parce que le micro sert à rien en fin de compte.
La question venait... Oh, pardon. Voilà. Je vous le donne quand même. Voilà. Donc la question c'est, au fond, vous avez ce projet, mais est-ce que ça n'est pas bien le cadre justement d'une communauté d'agglos ou de communes, justement de faire vivre un territoire et de faire ce qui convient? C'est aussi cela, madame, c'est effectivement aussi cela, mais pas que. Ça permet aussi d'être un projet vertueux, en quelque sorte, un projet environnemental, ce qui n'est pas la moindre des choses. Ça permet aussi de pouvoir permettre à des exploitations agricoles qui sont en difficulté, il faut dire les mots, de pouvoir pérenniser leur activité. Et ça permet aussi à l'agglomération et aux collectivités territoriales de diminuer les coûts de traitement de nos déchets. Voilà, donc l'opération a plusieurs vocations. En effet, ça serait à généraliser, mais aujourd'hui, il y a encore peu de cas comme l'agglo de Maubeuge au niveau d'actions concrètes dans un projet territorial. Ça reste une exception. Ben, écoutez, merci. Nous essaierons. Et vous inviterons pour l'inauguration. Une autre question, non? Ah, allez-y. Pour vos collègues. Oui, bonjour, Jean-Pierre Vranken. Simplement sur l'investissement, vous parlez de 11 à 12 millions d'euros d'investissement, 17 agriculteurs, vous parlez de parts dans la société, dans la SAS. À quel niveau sont les parts et combien chaque agriculteur a investi? Alors, les parts initiales, c'est de l'ordre de, si je ne m'abuse, 80 000 euros de mise au départ. Ensuite, il y aura un emprunt qui sera réalisé par la SAS, porté par la SAS. Et on espère, et je regarde M. Vial, aussi être aidé dans le cadre des subventions, bien évidemment. Hein. Oui. Voilà. FEDER. Parce que là, vous touchez quand même sur des fonds européens qui sont dédiés de l'agriculture. Peut-être qu'il faut tirer là-dessus. Oui, on essaie d'actionner tous les leviers, évidemment. Hein. Ok, merci. Je vous en prie. C'est combien de nanomètres cubes? 230 nanomètres cubes. Prévu 230. C'est une ICPE soumise à enregistrement. Parce que 2 méthaniseurs, un méthaniseur dédié donc au traitement des boues, un méthaniseur dédié au traitement des effluents agricoles. Voilà, deux filières parallèles. Deux filières parallèles. Il ne faut pas mélanger. Alors, avec une possibilité de développement, évidemment, bien compris que voilà, elle sera amenée à se développer, nous l'espérons, rapidement. Merci, M. Duhaut. Je vous laisse vous réinstaller. Donc, troisième et dernier témoignage. Donc, M. Valère, donc, comme je vous l'ai dit, directeur général de la FDE 80 et directeur général délégué d'une SEM spécifique qui a été créée, la SEM Somme Énergie. Donc, je vais vous laisser présenter un petit peu ces deux structures. Voilà. D'accord, merci. Bonjour à vous tous. C'est vrai que pour présenter Somme Énergie et son action dans la méthanisation, avant, il faut que je vous parle de la Fédération d'énergie de la Somme, que vous ne connaissez peut-être pas. Pour situer, c'est un centre de communes dans la Somme, regroupant à peu près 400 000 habitants. C'est une grande partie du territoire de la Somme, et qui exerce pour le compte des communes et qui dirigent par leurs représentants de cette structure. Donc ça organise la distribution d'électricité. À ce titre, donc 10 000 km de réseau électrique dans le département de la Somme. Ça organise aussi de la distribution de 1000 km de réseau gaz et puis depuis peu de la distribution de chaleur, le troisième réseau en fait d'une distribution d'énergie. Mais là, on n'en a que quelques kilomètres, mais on n'est qu'au début. Alors, c'est vrai ce qu'il y a dans nos activités,
un des syndicats d'énergie. Historiquement, on est là. Vous savez qu'à la base, les collectivités sont propriétaires des réseaux qu'elles gèrent en régie ou qu'elles concèdent. Et on est dans un paysage très, très encadré au niveau des réseaux de la distribution, entre situation un peu de monopole aussi. Et par contre, sur la fourniture, on est là où depuis 1946, on était dans un système très encadré. Le système de la fourniture a été ouvert à la concurrence de plus en plus. Ça va même se terminer pour le gaz réglementé dans 3 ans, quoi. Parce qu'à partir de 2024, il n'y a plus de tarif réglementé gaz. Donc on subit finalement cette évolution. Enfin, on subit, c'est une évolution qui ouvre plein de perspectives, ce qui permet d'ailleurs tout à chacun d'investir et de créer ces méthanisations, ces productions d'électricité renouvelable sur le terrain, mais aussi qui peut avancer, donc un système qui peut avancer aussi dans un monde un peu, je dirais, quand on regarde le monde agricole, ça peut évoluer vers des circuits courts, quoi, entre des relations assez proches entre les producteurs, les consommateurs, avec des gens sur le terrain qui prennent en main les affaires. Ça peut aussi évoluer demain, puisque la partie dominante maintenant est donnée à la fourniture, quoi, donc aux fournisseurs, qui sont en contact avec les clients et puis qui utilisent les réseaux. Il y a des tarifs d'utilisation de réseau fixés. Donc voilà un peu le panorama. Et nous, donc, notre syndicat, avec ces communes qui ont une longue tradition d'aménagement du territoire. Il faut savoir que historiquement, sur une partie du territoire, ce sont les communes qui avaient financé les réseaux électriques par leurs propres moyens et puis qui les ont après confiés à nos concessionnaires. Donc, confronté à tout ça, un syndicat d'énergie investit déjà à peu près 30 millions d'euros par an sur ces réseaux plus traditionnels. Puis il nous apparaissait que sur ces sujets énergétiques, il fallait aussi y aller. On y va sur les économies d'énergie. Puis l'autre pendant, c'est la production d'énergie renouvelable. Alors ça, dans le cadre de nos compétences, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. Mettre quelques panneaux sur des toits, des choses comme ça. Mettre des bornes, le réseau de chaleur aussi, on pouvait le faire. Par contre, il y a un certain nombre de projets finalement d'énergie renouvelable, comme les méthanisations, notamment les méthanisations, où tout seul, on ne peut rien faire, quoi. Et là, il est indispensable de disposer d'une structure un peu comparable à celle que peut avoir un opérateur privé pour intervenir aux côtés d'agriculteurs, de collectivités, d'entreprises privées, et d'assembler tout ça pour avancer. Alors c'est vrai, d'où la création donc, de cette société d'économie mixte, Somme Énergie, donc, qui a été faite en 2018 et qui regroupe à 75% notre fédération, avec un capital global de 3 millions d'euros. Et puis un deuxième partenaire qui est la CICAI de la Somme, une société coopérative qui gérait de la distribution d'électricité, puis qui elle aussi se rend compte que dans le service à offrir aux clients, demain, il faut aussi se tourner vers la production et la fourniture. Et donc, comment ça s'est traduit donc, dans l'accompagnement de cette SEM auprès de porteurs de projets, auprès de cette filière méthanisation? C'est qu'on n'investit pas uniquement dans la méthanisation, mais on est également dans les autres domaines d'énergie. En ce qui concerne plus particulièrement la méthanisation, un jour on est entré dans 2 sociétés de projets, dans 2 sociétés là, pour une avec 23 agriculteurs, là, un projet collectif qui envisage d'injecter 500 m3 de biogaz sur le réseau de transport. Puis un deuxième projet avec 3 agriculteurs pour aller injecter 125 m3. Voilà un peu les projets. Alors, qu'est-ce qu'on apporte là-dedans? On entre donc au capital, donc on prend un peu de risque avec nos capitaux auprès des agriculteurs. On apporte aussi un peu de conseils, même si, comme je dirais, pour le financement, on n'est pas si compétent que des banques. Mais
les banques ne prêtent pas trop quand il s'agit de perdre de l'argent. Il y a un risque fort de perdre de l'argent, quoi, éventuellement. Ça, c'est quand même important. Donc, on soit aussi aux côtés du monde agricole pour les accompagner sur ces sujets. On apporte un peu de conseils aussi techniques parce que des marchés, des choses comme ça, ce sont des choses qu'on connaît, quoi, les projets. Après, je dirais que surtout l'accompagnement qu'on souhaite apporter, nous, c'est un peu un accompagnement de long terme. À la base, nous, comme l'a expliqué mon prédécesseur, on sait que nos territoires ont besoin de gaz, hein, que ces projets de méthanisation sont importants pour verdir notre système énergétique. Alors, on croit à l'avenir du gaz d'abord, avant tout, quoi. On sait aussi aller expliquer sur les territoires combien ces projets peuvent représenter de part d'approvisionnement des territoires. Quand on regarde ces quelques projets où on est et qu'on les compare aux consommations des communes, on s'aperçoit vite que un projet comme ça, une méthanisation de 120 mètres cubes, ça peut alimenter 3-4 petites villes, quoi, qui sont autour. Ça correspond. Donc, ce n'est pas des projets négligeables, quoi. Donc, en termes de bilan carbone, chose. Et donc, en contrepartie, c'est vrai qu'il faut apporter le message que si on veut atteindre la neutralité carbone en 2050, si on veut quelque part agir pour sauver notre humanité avec les problèmes qui s'annoncent devant nous, il va falloir passer par des solutions comme ça et que c'est indispensable qu'on les mette, qu'on fasse sur le terrain, que ce soit les acteurs locaux qui le disent et qui en montrent l'intérêt pour le territoire. Alors après, là aussi où on se positionne nous, c'est que les tarifs d'achat, c'est confortable pour l'instant, que 15 ans de visibilité. Derrière, il y a des questions à se poser, quoi, parce qu'il faudra pérenniser tout ça dans le temps. Donc nous, on est un acteur qui, quand il investit dans des réseaux électriques, des réseaux de gaz, de chaleur, c'est pas pour 15 ans, quoi. Donc c'est bien pour faire le lien demain et qu'on puisse développer parce qu'en agriculture, on essaye de développer aussi des circuits courts, quoi, demain pour l'énergie, quoi, entre le producteur et le consommateur, qu'on puisse tracer cette énergie et éviter un maximum d'intermédiaires, quoi, dans ces sujets-là, quoi. Donc c'est un sujet sur lequel on souhaite fortement s'investir aux côtés des porteurs de projets, quoi. Et concernant donc les deux projets que vous avez cités, quel est un peu le calendrier? C'est des projets déjà relativement matures, le capital est à peu près constitué. Enfin, le capital pour faire le développement, on est dans les phases un peu de préalable avec, pour l'un bientôt, on a un dépôt de permis de construire, quoi, au premier semestre, l'autre en cours d'année 2020 aussi, quoi, avec des réalisations donc, qui pourraient aboutir d'ici 2022, quoi. Aussi, j'ai eu écho d'engagement de votre part aussi sur le développement du GNV. Vous avez une réflexion aussi sur le GNV. Oui, on a effectivement une réflexion sur le GNV, c'est que le gaz qu'on distribue sur nos territoires, on constate que par l'amélioration des performances des bâtiments, unitairement, on en distribue de moins en moins. Et là, dans tous les schémas nationaux, on envisage que pour répondre aux mêmes besoins de gaz, besoins énergétiques assumés par le gaz, demain, ça pourra se faire avec moitié moins de gaz. C'est un peu la visée à l'échéance 2050. Alors ça génère un constat, c'est que sur nos territoires, on va dégager, surtout sur les territoires ruraux où vont s'implanter des méthanisations, on va dégager de gros potentiels de gaz qui vont être produits et que le territoire local ne va pas absorber. Alors une partie, c'est logique, va être injectée pour partir plus loin et participer à l'équilibre national sur ces sujets-là. Mais il nous apparaît intéressant de pousser justement le développement
du gaz naturel véhicule pour qu'une partie de cet excédent de gaz qui n'est pas utilisé par les usages actuels, ben, on puisse en développer des usages en termes d'usage véhicule pour suppléer au diesel notamment. C'est pour ça qu'on accompagne beaucoup aussi ce sujet-là, et puis au travers aussi de notre fédération qui vient prendre, enfin, on a une modification statutaire en cours pour prendre une compétence de nos communes sur ce sujet-là, développement des stations GNV. Au-delà de la production. Oui, c'est une réflexion au-delà de la production. Merci, monsieur Valère. Des petites questions sur cette troisième intervention? Attendez, on va se rapprocher. Oui. Pour au moins vos collègues. Ah ben voilà, super, merci. C'est une observation par rapport au sujet qui est la méthanisation. Vous êtes en train de nous dire, au fond, à un moment donné, on va avoir trop de gaz, localement. Alors ça me paraît important d'évoquer cette question-là. Oui, ben c'est pour ça, heureusement, qu'on a des réseaux. J'ai le micro. Ah oui. Alors c'est que c'est pour ça que les réseaux sont importants. Dès qu'on crée une méthanisation sur un territoire, notamment ces méthanisations zone rurale, ben ça dépasse, la production dépasse assez souvent les consommations du territoire, et il faut que ça parte dans les réseaux, et c'est là que sont importants les réseaux de gaz. Alors c'est vrai que dans les réseaux, l'important c'est toujours d'équilibrer la consommation avec l'injection. Alors réseau de gaz, vous connaissez tous la problématique en électricité, elle est très compliquée en électricité. Je dirais que le réseau gaz, nous on y croit parce que en réseau de gaz, on a presque tout résolu, dans les problèmes d'adéquation entre production, consommation. On a actuellement des réseaux de stockage, des systèmes de stockage qui permettent de stocker plusieurs mois, qui ont été mis en place pour la sécurité du pays en cas de rupture d'approvisionnement. On sait donc, en injectant dans le réseau de distribution déjà, à beaucoup d'endroits, absorber le gaz, on a nos opérateurs qui réfléchissent à comment pour remonter le gaz en pression. Sur le réseau électrique, ça fonctionne instantanément. Les transformateurs marchent dans les deux sens. Dans le gaz, il y a des postes de détente pour descendre la pression. Et le seul souci qu'on a actuellement, c'est remonter la pression, remettre comprimer ce gaz si le réseau dans lequel on injecte ne peut pas l'absorber. Mais quand on aura résolu ça, qui m'apparaît moi quelque chose de beaucoup plus simple que stocker pendant 3 mois l'électricité. Donc c'est un atout qu'a le gaz, et connaissant aussi les autres réseaux, atout du gaz, on dira, réseau de chaleur en général. Quand la chaudière en secours, on prévoit souvent un secours gaz, et puis pour la poêle, on prévoit aussi du gaz. Et sur les réseaux électriques, ce sont des installations thermiques qui, en période de pointe en hiver, assurent le complément de production d'électricité dont on a besoin pour équilibrer. Actuellement, on l'assure avec du fioul, du charbon et du gaz. Les charbons, c'est décidé, ça va être arrêté. Le fioul, c'est aussi la priorité de l'arrêter. Si demain, avec du gaz vert, on peut assurer ce secours, tant mieux. Oui, une petite question concernant les investissements. Vous avez expliqué tout à l'heure que les financiers, parfois, ont quelques réticences ou quelques peurs pour se lancer dans le financement de la méthanisation. Quelles sont les principales raisons et peurs de ces financiers? Puisqu'en plus, j'ai bien compris, très rapidement, vous arrivez à un niveau de production de gaz qui dépasse la consommation locale. Donc ça veut dire que ça tourne bien. Alors pourquoi ils ont... Oui, mais comme on injecte dans le réseau, et que le réseau, lui, amène ce gaz à d'autres consommateurs plus lointains, on n'a pas de souci.
Mais la peur en elle-même des financiers. Les financiers, ce que je veux dire, c'est celle que connaissent, je pense, tous les porteurs qui ont l'idée d'un projet. Mais le banquier, tant qu'on n'a pas une autorisation au permis de construire, on sait que là, il faut sortir des sommes non négligeables pour faire toutes ces phases-là et trouver un banquier qui vous prête de l'argent pour cette phase-là, sachant que il n'y a aucune garantie d'avoir l'autorisation de construire, d'avoir le permis de construire, quoi. Donc c'est à ce niveau-là qu'on pense qu'on a un rôle à jouer, nous les collectivités, pour venir en appui aux agriculteurs qui, dans de nombreux projets, on voit les agriculteurs engager des sommes déjà assez conséquentes, quoi, sur ce projet-là, sans être certain finalement qu'après 3-4 ans de réflexion, de démarche, ils puissent faire aboutir un projet, quoi. Voilà. Merci de me donner la parole. Moi, je voudrais revenir sur le nombre d'agriculteurs qui va monter votre installation, c'est-à-dire que vous allez avoir à peu près combien d'agriculteurs sur le 500 mètres cubes heure là Là, actuellement, 23 agriculteurs. Et vous en avez un deuxième que vous voulez monter avec 3 agriculteurs. 3 agriculteurs. Et celui-là, il va sortir 200 mètres cubes. 120 mètres cubes heure, là. Ouais. C'était les éléments que je voulais. Maintenant, vous allez chercher les surfaces sur les 23 agriculteurs, sur combien de kilomètres et quels sont les apports? Il doit y avoir 7-8 kilomètres autour. Autour. D'accord. C'est vraiment concentré quand même. C'est quand même concentré, oui. D'accord. Ouais. Donc pas de gasoil sur la route et pas trop de tracteurs sur la route. Ouais. Après, il en faudra quand même pour le transporter, mais c'est vrai que dans les réflexions, c'est pour ça aussi que le GNV, demain, ça peut être aussi des solutions. Dans les agriculteurs, ils vous apportent quelle matière? Des matières fumier? Il y a du fumier, oui. Et des récoltes lisier, puis des cultures intermédiaires. C'est beaucoup ça, quoi. En deuxième culture ou en première culture? Il y a beaucoup de deuxième culture. Enfin, oui. D'accord. D'accord. Donc vous avez des cives qui seront poussées après. Des fois, en effet, dans des projets, il y a plus ou moins de cives. D'accord. Bon, c'est tout ce que je voulais savoir. Merci. Voilà. Merci. Oui, simplement pour compléter la réflexion que Madame avait tout à l'heure par rapport effectivement à l'excédent de gaz dont parlait Monsieur. L'idée, c'est aussi d'impulser une indépendance énergétique en local. Donc, effectivement, de pouvoir produire son gaz sur son territoire et que demain, on puisse effectivement, avec l'excédent de ce gaz, pouvoir créer de nouveaux usages avec cette mobilité qu'offrent les véhicules GNV. Donc, en fait, c'est vraiment une transition énergétique vertueuse. Alors, l'indépendance, c'est vrai que quand on est dans les systèmes énergétiques, on n'y croit pas vraiment, quoi, parce que indépendance totale, ça voudrait dire à tout moment être capable d'équilibrer. Dans les systèmes énergétiques, en fait, on a l'équilibrage qui se fait sur des grandes mailles. Après, c'est un équilibrage, mais qu'on dit qu'il doit être de solidarité. Je dirais que c'est l'équilibrage de solidarité, mais le but, c'est quand même d'assurer sur les territoires un essentiel de sa production. Et concernant la méthanisation, il est assez évident que le gisement, il est sur les zones rurales, quoi. Et la consommation de gaz, mais elle est en grosse partie sur les zones urbaines, quoi. Donc, il y a un enjeu quand même de solidarité qui est là-dessus, quoi. C'est évident, quoi. Et les réseaux sont importants pour créer cette solidarité, quoi. Du réseau, ça relie, quoi. C'est l'union entre tous les consommateurs et producteurs, quoi. Je voulais juste rebondir sur ce sujet, en fait, parce qu'aujourd'hui, avant qu'il y ait du gaz vert en France, on ne produit pas de gaz du tout en France. Donc, tout dépend des pays nordiques. Donc, c'est quand même important. Et aujourd'hui, nous, quand on a posé la méthanisation, on l'a posé à un endroit où on était sur la ligne GRT, c'est-à-dire sur la grosse cana qui vient directement des Pays-Bas.
Aujourd'hui, le lieu c'est pas parce qu'on a la campagne ou un endroit où il n'y a pas de consommation qu'on ne peut pas faire de méthanisation. Au contraire, je pense qu'il faut se mettre à la campagne là où on embête le moins possible les gens. Nous, on s'est mis à 500 mètres de première maison, vraiment dans un coin qui est paumé. Il n'y a pas de besoin en gaz important dans notre secteur, mais on s'est mis sur la canalisation GRT, c'est-à-dire la canalisation nationale. Et c'est le positionnement qui est important, parce que si vous mettez sur une canalisation proche, c'est-à-dire GRDF, les petites canalisations départementales, là, vous aurez une limite dans le temps, et je pense que votre unité de méthanisation n'aura pas de capacité de développement à très long terme. Et le positionnement dans des endroits stratégiques, je pense qu'elle est importante. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas opposer lieu de consommation et lieu de production en gaz, parce que si on se met à des endroits stratégiques, on peut avoir énormément d'avenir et développer dans des endroits où on n'embête pas beaucoup de monde. C'est vrai qu'il y a cet aspect que tout le gaz, avant qu'on fasse la méthanisation, c'était de l'importation. On s'est d'ailleurs amusé pour certains projets à calculer une méthanisation 120 mètres cubes heure. En gros, pour notre balance économique, c'est à peu près 240 000 euros d'argent qui ne quitte pas le pays et qui va rester sur le territoire. Et c'est un aspect aussi important dans cette affaire-là. Et ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi, ça fait garder de l'argent à la maison. Qu'est-ce qu'on veut de plus finalement, Et c'est bon pour la planète. Bon, écoutez, je remercie tous les témoins.